Bienvenue à tous, ici le chroniqueur. Aujourd'hui nous allons parler d'Ori. Qui est-elle? D'où vient-elle? Et que fait-elle ici? Nous allons commencer par ce que nous savons d'elle. Nous savons qu'elle vit dans le sous-monde, une sorte d'égout ou d'ancienne cité en dessous de l'université. Nous savons aussi que c'est une ancienne étudiante de l'université, spécialiste en alchimie, qui est devenue folle. Elle est également effrayée par les gens et n'aime pas qu'on lui pose des questions sur son passé, mais depuis qu'elle a rencontré Kovos, elle est devenue comme addicte à sa présence. Nous allons commencer par son nom, Ori, qui lui a été donné par Kovos. Notons que dans l'audiobook en anglais, Ori se prononce plus comme Harry, et nous savons que Kovos est assez bon pour nommer. Il réussit par exemple à trouver le nom de son cheval Quetzalhan. Il réussit également à trouver le surnom de Verania, Nina, puis possiblement à trouver le nom de Maître Fresne. On peut donc supposer que de la même manière, il a réussi à trouver un nom très proche pour Ori. Et on entend une fois parler dans notre histoire d'une femme qui pourrait se faire surnommer Harry. C'est au début de La Peur du Sage, dans le chapitre où Koth révèle qu'il est en vérité Kovos à l'apprenti du forgeron Aron, pour l'appâter pour ne pas qu'il ne parte s'enrôler dans l'armée royale. Il lui promet de lui révéler beaucoup de choses, mais il finit par ce qui est probablement le plus gros secret, quelque chose que seul lui connaît, personne d'autre, révéler la vérité à propos de la princesse Ariel. Si vous vouliez la surnommer, ne la surnommeriez-vous pas Harry? De plus, en apprenant que Kovos l'a surnommé Harry ou Ori, Elodin est extrêmement étonné. On sait qu'Ori le connaît, et c'est le plus grand des nommeurs vivants, donc il connaît sûrement sa véritable identité. Il proposera même à la fin de ce chapitre à Kovos de participer à ses cours sur les noms. Pourquoi? Car il a la preuve que Kovos sait nommer. Mais encore d'autres éléments pointent dans ce sens. Si vous faites bien attention à toutes les apparitions de Ori, elle est décrite comme délicate, gracieuse ou encore soigneuse. Elle a toujours le dos bien droit quand elle est assise, et quand elle salue ou remercie quelqu'un, elle le fait avec une révérence. Et quand Elodin, qui la connaît probablement, la voit, il lui fait lui aussi une révérence. Il commence donc à y avoir beaucoup d'éléments qui pointent pour que Ori et Ariel soient la même personne. Maintenant, nous devons découvrir comment est-elle arrivée ici, comment est-elle devenue folle. Dans ces livres, il y a deux façons qui sont décrites pour passer la porte de la folie. Premièrement, il y a comme on le voit à l'asile de l'université, à force de nommer. Nous ne savons pas exactement comment cette folie survient, mais c'est probablement soit en nommant pour la première fois sans être aidé par un maître qui connaît le nom pour vous ramener, soit en essayant de nommer un nom trop puissant ou trop de noms d'un coup. Et la deuxième manière de passer derrière les portes de la folie, c'est comme Kovos lui-même nous le décrit, après avoir subi un trop gros traumatisme. Le premier mécanisme de défense est le sommeil, et le second est la folie. Nous expérimentons ce passage vers la folie à la fin de La Peur du Sage, avec Ellie, une des deux filles que Kovos sauve des faux et des marous. Et cette fille passe la porte de la folie après avoir été violée. Les deux filles qui ont été enlevées, Kryn et Ellie, ressemblent étrangement aux deux femmes dans la vie de Kovos. Dena, la brune, farouche, tout comme Kryn, et Ori, blonde, apeurée et folle, tout comme Ellie. De plus, le chef de la fausse troupe se nomme Alleg, ce qui fait penser à allégorie. Donc si Ellie et Kryn sont bien une allégorie de Dena et Ori, on peut peut-être pousser plus loin. Peut-être que Ori a été violée et que c'est pour ça qu'elle a passé la porte de la folie. En continuant sur cette lancée, Ellie était la fille du maire, comme Ori la fille du roi. Nous savons que Ellie était fiancée au plus beau parti de son village. On peut donc supposer que la princesse Ariel était elle aussi fiancée au plus beau parti du royaume. Et le plus beau parti du royaume est probablement Ambrose. Et nous savons qu'il peut se montrer entreprenant. De plus, nous savons que Ambrose est l'héritier des îles pirates. Et que Ellie, elle, est fiancée à un homme nommé Watterson, qui veut dire le fils de l'eau. Donc on peut encore pousser la comparaison plus loin, car Ori serait fiancé au fils de l'eau, le fils du seigneur des îles pirates, Ambrose. Et nous savons que Ambrose avait promis de se marier avec quelqu'un. Dans Le Nom du Vent, Simon et Wilhelm racontent à Kovos que Ambrose avait promis de se marier à une certaine Tabessa, qui avait fait tout un scandale pour finalement disparaître. Peut-être dans le sous-monde, qui sait. Pourquoi Tabessa et non Ariel, me direz-vous? Car nous savons que même pour les nobles, les arcanistes sont assez mal vus. Donc le roi refuserait très probablement à sa fille de partir à l'université. Pour résumer, la princesse Ariel serait partie du château et se serait enfuie pour s'inscrire à l'université sous le nom de Tabessa. Là, elle aurait suivi le cursus en atteignant probablement le rang d'Élire ou de Rella, puis aurait été agressée sexuellement soit par Ambrose, soit par une autre personne. Cela se serait fini par Ambrose brisant les fiançailles et Ori sombrant dans la folie, soit à cause du viol, de son rêve qui s'effondre, ou d'une utilisation des noms pour se défendre de son agresseur,
ou sous le coup de la colère face à Ambrose. D'autres éléments vont dans le sens de cette théorie. La folie apportée par les noms semble se guérir par l'isolement et par la réflexion sur le monde qui nous entoure. C'est donc pour ça que ces fous sont enfermés à l'asile. Nous savons que cette folie se guérit ainsi, car c'est ce qui se passe pour Élodin. Il est enfermé et après un certain temps réussit à connaître le nom de beaucoup de choses dans ce monde, pour finalement s'échapper. Et nous savons à la fin de la musique du silence que Ori va créer une chandelle en, je cite, plier le monde à sa volonté. Et c'est à ça que servent les noms. Sauf que pour créer une chandelle, il ne faut pas seulement connaître un nom ou deux, il en faut probablement une dizaine, ce qui laisse à penser que Ori est une très puissante nommeuse, qui serait peut-être en train de sortir de la folie induite par l'utilisation des noms. Pour ce qui est de la folie induite par un choc, Kovos réussit petit à petit à faire sortir Ellie de cette folie en la faisant s'occuper d'un être qui ne peut pas combler tous ses besoins seul. Et il fournit également la même chose à Ori, mais cet être cette fois n'est pas un cheval, mais lui-même, Kovos. Ori est là pour combler son besoin d'amour et de protection, ce qui la sort petit à petit de sa seconde folie, pour petit à petit peut-être la faire revenir à la princesse Ariel. Car je rappelle qu'un des cadeaux qu'a fait Ori à Kovos est un nom. La chronique du tueur de roi est un livre assez particulier sur ce point-là, car quand on entend que Ori va lui faire un nom, dans ce livre on pense à un nouveau nom, comme Koth par exemple. Mais dans n'importe quel autre livre, on aurait pensé, en entendant faire un nom, à faire une réputation, et donc faire un nom dans telle société, la société probablement royale. Car je rappelle qu'au début du Nom du Vent, Abenassi dit aux parents de Kovos que si il décidait de faire arcaniste, avant ses 24 ans, il serait choisi pour être l'arcaniste de la cour royale. Et qui de mieux que l'arcaniste qui a réussi à sauver la princesse de la folie pour faire cela? Merci à tous. La prochaine fois, nous essaierons de comprendre comment Kovos est devenu Koth.